Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième saison des Artisans de la réussite. Alors comme je l'avais annoncé à la fin de la première saison, il y a des changements qui vont arriver, notamment sur la partie vidéo. Maintenant, vous allez pouvoir retrouver les vidéos complètes des entrevues sur YouTube. Les extraits seront toujours dispo sur Instagram, Facebook et sur TikTok, ça c'est nouveau. Pour certaines personnes que je reçois, avec qui j'échange, s'il y a une activité à présenter, ou alors le sport dans lequel la personne évolue, il y aura une partie présentation. Donc il y aura en deux parties la vidéo, donc la partie présentation où la personne présente son environnement, son activité, et une deuxième partie où on est posé, où on échange un petit peu sur la vision des choses, sur le parcours de la personne. Alors attention, ça ne sera pas toujours le cas, il y a des personnes que je pourrais recevoir directement, qui n'ont pas forcément de projet à présenter, et on sera directement face caméra, posé, en train d'échanger sur la vision de la réussite. Alors vous allez remarquer aussi une différence au niveau du son, car je n'utilise plus les mêmes micros. Ce n'est plus des micros type studio, mais des micros nomades. Alors, pour ceux qui écoutent uniquement en podcast sur les plateformes d'écoute telles Spotify, Apple Podcast, Deezer, n'hésitez pas à me faire votre retour, savoir si le son vous convient ou pas. Cette saison va être aussi le signe de plein de nouveautés. Je pense que je vais essayer pas mal de choses et ça va être important pour moi d'avoir votre retour sur les vidéos, sur les podcasts eux-mêmes, savoir si le format vous plaît, qu'est-ce que vous préférez. Surtout, n'hésitez pas à m'en faire part, ça m'aiderait beaucoup pour la suite. Alors pour le premier épisode, je vais à la rencontre d'Héloïse Heudier. Héloïse Heudier, elle est équi-coach et coach de vie. Sa réussite, c'est d'avoir réussi à lier sa passion, le cheval, et son métier, coach. Et j'en profite pour te dire aussi que si toi aussi, tu veux présenter ton activité, ton parcours, que tu veux dégager des choses positives et bienveillantes, que tu souhaites échanger avec moi sur ta vision de la réussite, n'hésite pas à me contacter via mon adresse mail que je vais mettre en description ou sur les réseaux sociaux. Je serai ravi de pouvoir te recevoir et d'échanger avec toi. Allez, on se retrouve tout de suite avec la présentation d'Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Bon, d'abord je te remercie d'avoir accepté de partager un petit peu et d'échanger avec moi sur le podcast. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Oui, alors ici on est aux écuries de la Ferranderie, donc on est à 10-15 minutes d'Étretat à peu près. C'est une écurie de pension, chevaux et cours, et aussi un petit club canin, donc pension et dressage. D'accord, et c'est ici justement que tu réalises tes coachings? C'est tout Oui. le temps ici? Alors c'est une de mes écuries partenaires. D'accord. Principalement ici, c'est les coachings en individuel. Et tout ce qui est groupe, c'est sur un autre Oui, secteur? il y a d'autres. Alors il y a Étretat, au domaine équestre du Tilleul, et il y a aussi à la Remuée, aux écuries des Grives. Donc c'est selon le type de coaching qui va déterminer le lieu où tu vas recevoir tes clients. Les types de coaching, les chevaux, les installations qu'il me faut, voilà, c'est ça qui détermine l'endroit où on va. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter du coup un peu le lieu, ce lieu où justement tu reçois tes clients? Oui, donc juste ici en fait on a la partie box et puis après toute la partie travail des chevaux, donc avec un espace extérieur et un espace couvert. Et après tous les chevaux sont au paddock, ils sont rentrés l'hiver au box la nuit. Donc du coup toi c'est vraiment sur la partie qui est là-bas ou à l'intérieur du box? C'est ça, la partie couverte. On peut aller voir comment ça se passe là-bas? En attendant sur le chemin, je préfère te demander un petit peu, donc tu coaches de vie et équi-coach. C'est ça. Alors du coup c'est du coaching, le coaching de vie tu le fais uniquement avec les chevaux ou alors tu dissocies les deux? Alors il y a deux parties, il y a un coaching de vie sans chevaux, donc et pour les professionnels et pour les particuliers. Donc là il y a vraiment une partie sans cheval, d'autant plus que tout le monde n'aime pas les chevaux. Et puis après il y a une partie vraiment équi-coaching, donc pareil, toujours pour les particuliers et pour les professionnels. Et là donc on va amener vraiment le cheval dans le coaching. D'accord. Et du coup, tous les clients que tu reçois en dehors du domaine équin, je dirais, tu les reçois où? Alors ça va vraiment dépendre, ça peut être chez le client, ça peut être... Alors moi je n'ai pas encore de local, donc soit c'est des coachings en extérieur, ce qui plaît beaucoup, ou alors grâce à des partenaires que j'ai des salles qui sont mises à disposition et donc là c'est un lieu entre guillemets neutre qui me permet de recevoir du public. D'accord, donc tu arrives toujours à trouver une solution pour de toute façon accueillir tes clients, tu t'adaptes aussi à leurs besoins, à leurs envies. À leurs envies surtout, et souvent en fait les personnes aiment bien aller à l'extérieur de chez eux. Et c'est pour ça que je dis que le coaching nature ça plaît beaucoup parce qu'en fait on est dans un environnement neutre, en pleine nature et dans un environnement en fait qui permet vraiment de travailler sur soi. D'accord, ok. Donc c'est ici que ça se passe? C'est ça, donc là c'est le manège, donc ça permet de travailler par tous les temps comme c'est couvert. C'est un espace
qui est sablé et en fait qui permet du coup d'accueillir les chevaux et puis les coacher. D'accord. Et concrètement, ça se passe comment sur la partie ici quand tu reçois par exemple des clients? Comment ça se passe? Ils arrivent ici, dans l'écurie, qu'est-ce qui se passe? Alors en amont, il y a quand même une préparation sans le cheval. Moi je dis que c'est en 3 étapes. La première étape, c'est d'abord d'aller voir le client, de comprendre en fait ce qu'il a envie de travailler, ses objectifs, de comprendre aussi l'environnement, puisque les objectifs est lié en fait à l'environnement. Après, il y a une deuxième partie où ça va être de la préparation. Donc là, c'est vraiment, c'est moi de mon côté qui prépare la séance. Tout est sur mesure. Chaque personne est unique. D'accord. Donc tu as un entretien préalable avant de venir ici. C'est ça. Et après, quand on arrive ici, il y a un premier temps où la personne elle est avec le cheval, première prise de contact, on fait un peu connaissance parce qu'on ne travaille pas direct dans le dur. Et puis après, la séance, c'est en 3 parties aussi. Donc c'est 3 exercices qui vont monter crescendo. Et en fait, les 3 exercices vont aborder en fait l'objectif, les thématiques qu'on aura définies du coup au préalable avant. D'accord. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un petit exemple simple de ce qu'on peut faire avec un cheval pour régler un problème, je dirais, sans rentrer vraiment dans les détails, mais par exemple, si quelqu'un manque de confiance en soi, est-ce que tu as peut-être un exercice typique que tu fais réaliser aux gens Alors, pour les exercices, il y a des exercices typiques, comme tu dis, donc des choses déjà créées, mais il y a aussi beaucoup de création de ma part. Donc, en exercice typique, j'en ai pas énormément, mais par exemple, un exercice qui est très parlant pour des personnes qui manquent de confiance en elles. Donc, la confiance en soi, c'est un thème très très large. Donc, par exemple, on va définir que, en fait, j'arrive pas à dire non. J'arrive pas à dire non à mes enfants, j'arrive pas à dire non à mes collègues. Ok, donc l'idée en fait c'est d'amener la personne à dire non au cheval et à lui poser des limites. Donc par exemple on va installer, là tu vois il y a des parcours qui sont installés au sol, c'est pas toujours le cas. Donc par exemple pour poser des limites, on va mettre le cheval face à la personne et on va mettre la personne dans une situation qui va en fait se rapprocher de son environnement. Donc en fait elle va pas réussir à dire non au cheval. Et l'idée, c'est que parce que la personne vit avec le cheval, par mon questionnement, etc., la finalité, c'est que cette personne va finir par réussir à trouver les clés pour dire non, à poser des limites et à dire, en fait, c'est pas si compliqué, je suis capable de le faire. Et ça fait pas peur, je peux le dire gentiment, je suis pas obligée de agiter les bras et hausser le ton pour dire non, par exemple. Donc en fait, voilà, c'est un exercice typique pour savoir dire non, c'est vraiment de mettre le cheval face à la personne et d'être confronté vraiment. Quand on n'est pas habitué aux chevaux, c'est quand même quelque chose d'avoir un animal qui pèse... C'est impressionnant. C'est ça, 500 kilos face à soi et ok, là, va falloir que je dise au cheval de s'arrêter. Comment je fais? Voilà, par exemple, pour un exercice typique de la confiance en soi. Ok, et en général, tes clients, tu les suis sur combien de séances? Est-ce que... Alors, c'est assez court. Il faut savoir qu'une séance d'équicoaching, ça dure en moyenne 1h30 avec le cheval. Il y a énormément de choses qui se passent. On dit qu'une séance d'équicoaching, ça vaut à peu près 3 séances de coaching. Donc, en général, j'ai une première séance et selon la demande des personnes, il y a 1 ou 2 séances ensuite, mais... ça va pas plus loin parce qu'il y a déjà énormément de choses qui ont été vues, qui ont été travaillées et avancées. Tu te limites aussi à pas garder tes clients trop dans le... Oui, c'est important parce que le rôle du coach, c'est aussi de rendre autonome son client. Et donc l'idée, c'est pas que ils viennent 10 fois en séance avec moi. L'idée, c'est que les clés, elles sont là et il faut savoir les mettre en pratique dans son environnement. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en séance, il y a des choses qui se passent, on récupère des outils, des moyens de faire qui seront propres à la personne. Et l'idée, c'est qu'elle puisse repartir aussi en ayant déjà fait le parallèle avec moi oralement de comment je peux mettre ça en place dans ma vie. Parce que c'est pas évident après de repartir sans être accompagnée au final. Quoi. C'est clair, c'est clair. Et ça fait combien de temps du coup que tu fais ça? Alors moi, c'est tout récent. J'ai fini de me former au mois de mars. Vraiment sur la partie équicoaching et la partie coaching au mois de septembre 2022. Donc c'est très récent. C'est très récent. Ok, très bien, très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir à l'extérieur ou est-ce que tu pratiques? Des fois, tu te mets aussi à l'extérieur peut-être Oui, alors quand la carrière est disponible et quand il fait beau et pas trop chaud.
Parce que voilà, quand c'est pas couvert, en fait l'avantage du manège c'est qu'en tout temps, même s'il fait trop chaud, on a un toit sur la tête, on a de l'air. Donc de temps en temps je vais dans la carrière, mais je privilégie vraiment le manège. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter le reste qu'il y a là-bas justement? Oui, on y va. Donc là c'est les paddocks avec les chevaux qui sont en pension du coup dans l'écurie. Donc ils sont entre copains. Ce qui est quand même plutôt primordial chez le cheval. Tu as dit ils sont en paddock. Oui. C'est ça. Alors pour quelqu'un qui connaît rien... Alors un paddock, c'est un enclos, un endroit en fait qui est composé typiquement là d'herbes et de clôtures, dans lequel on permet au cheval de sortir. D'accord. Donc là, par exemple, les deux loulous qu'on voit là, toute la journée, ils vont brouter de l'herbe, ils vont avoir des interactions entre eux, donc visuelles, tactiles, voilà, enfin, ils vont faire leur vie de cheval en fait. et voilà, ils profitent d'un enclos sécurisé pour eux. D'accord, très bien. On continue ? On continue. Donc là, il y en a tout autour en fait du manège. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir en fait de faire tourner les différents paddocks pour que l'herbe puisse repousser et qu'ils aient toujours en fait assez d'herbe à brouter. Oui, du coup, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Mais ton activité, tu le fais toujours avec les mêmes chevaux ou... Alors oui, j'ai présélectionné des chevaux. Donc ici, j'ai vraiment la jument de tête d'Equi-Coaching. C'est pour ça que je fais des séances individuelles avec elle. Et après, sur les autres écuries, alors je pense par exemple à l'écurie qui est à la Remuée. Là-bas, je fais et les individuels et les entreprises. Et j'ai fait une présélection des chevaux. Il y a des critères. Tous les chevaux ne sont pas aptes à faire d'Equi-Coaching. Déjà, la première règle de base, c'est qu'il me faut un cheval sécure. C'est-à-dire que je mets quand même des chevaux dans les mains de personnes qui n'ont pas l'habitude. Donc ça reste des êtres vivants, hein, ils bougent, ils se déplacent comme nous. Donc l'idée c'est que règle numéro 1, un cheval 100% sécurité. Et puis après d'autres critères, donc par exemple il faut des chevaux qui ont un attrait pour l'homme. C'est hyper important, il faut que ça les intéresse aussi, ils sont pas là pour subir, hein, ils sont vraiment là pour aimer aussi ce qu'ils font. La taille. Par exemple, si on reprend les deux chevaux qu'on avait là, le cheval qu'on voit juste là à gauche, au niveau de la taille, ça va. Il est correct, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop grand, pas trop petit. Celui qui est à droite, il commence à être grand. Pour les personnes qui appréhendent un petit peu justement les chevaux, le contact et tout, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas rien. Donc en fait, il y a vraiment une grosse sélection au départ que tu as faite. Il y a une grosse sélection donc sur la taille, la sécurité. À la Remuée, on va être plus sur des poneys. Ici, c'est une jument. Alors quand je dis jument, effectivement, pour les personnes qui ne savent pas, une jument, c'est un cheval qui est femelle, tout simplement, et qui est plutôt grande, mais pas énorme, entre guillemets, donc elle ne fait pas extrêmement peur. Mais du coup, voilà, il y a une présélection des chevaux et c'est important. C'est aussi mon rôle en amont de sélectionner les chevaux pour savoir si ils sont aptes ou pas à faire, si ça plaît aussi aux chevaux de faire cette activité. Ce qui est important pour moi. Ça t'a pris du temps à faire ça? Oui, ça prend du temps et il faut savoir aussi qu'en amont, avant même de mettre ces chevaux-là avec les personnes qui viennent en coaching, il y a aussi une formation, alors c'est un grand mot quand même de dire formation, mais il y a une préformation des chevaux pour qu'ils apprennent aussi les codes, qu'ils apprennent un peu les exercices qu'ils auront à faire aussi avec les clients. D'accord, ok, très bien. Donc si on continue ici, voilà, toujours les différents paddocks dans lesquels les chevaux et les poneys sortent. Donc on longe le manège. Donc là, c'est une écurie qui a la chance d'avoir une deuxième carrière. Plus pour l'obstacle, on voit qu'il y a des obstacles qui sont montés. Et puis là, à gauche, du coup, on retrouve le manège et puis la carrière qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est vraiment des espaces de travail, aussi bien à pied qu'à cheval. Enfin voilà, c'est des espaces de travail. Tu profites de tout l'environnement pour pouvoir exercer ton activité. Exactement. Bon écoute, c'est super. Ce que je te propose, Héloïse, c'est qu'on puisse parler maintenant un petit peu de ton parcours, de tes réussites, un petit peu de ta vision des choses, qu'on rentre un peu plus dans le détail. Est-ce que ça te convient? Très bien. Ok, c'est parti.
Bon alors Héloïse, comment t'en es venue à devenir coach de vie et aussi coach Equicoach? C'est un grand parcours. Comment j'en suis devenue? En fait, tout simplement pendant le Covid. Alors j'ai fini mes études en 2020, donc période Covid. J'ai voulu me mettre à mon compte sur une toute autre activité. Et fin d'année 2020, je me suis dit c'est pas possible, c'est la galère quoi. Donc j'ai repris un emploi en fait 2021 et je suis allée faire les saisons de naissance dans un haras, ce que j'avais l'habitude de faire. Donc je travaillais de nuit, je faisais 6 jours sur 7, des horaires de malade. Un travail assez intense. Ouais, et franchement j'adore ça, clairement. Et mon compagnon me dit mais attends, t'as vu le rythme que t'as et t'es tout le temps contente d'aller travailler, je vois bien que c'est ce qu'il te faut. Et c'est vrai que du coup en fait en amont j'avais plus trop, moins en tout cas, les chevaux dans ma vie. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bah oui, il a raison. Pourquoi j'ai voulu m'en éloigner alors que clairement, c'est ce que j'aime. Et du coup, j'ai réfléchi pendant longtemps à ce que je pouvais faire. Et puis, la conjoncture, ça a fait tout un mélange dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est ça qu'il me faut. C'est d'accompagner les gens. En plus, moi, je suis plus quelqu'un qui est dans l'écoute que dans la parole. Donc, c'est vraiment typiquement un avantage des coachs. Et en fait, j'en suis venue comme ça, tout simplement, à me dire c'est comme ça que je peux allier ma passion des chevaux et puis aussi le fait d'accompagner en fait, les humains, les autres, en fait, dans leurs objectifs, dans leur avancée, quoi. D'accord. En fait, tout de suite après tes études, tu as voulu te lancer à faire quelque chose par toi-même, en auto-entrepreneur. Ça devient d'où cette envie d'être tout de suite autonome, de vouloir faire quelque chose par toi-même et de ne pas suivre, je dirais, de ne pas être dans un travail classique, je dirais. La voie plus classique. Voilà. En fait, moi, j'ai commencé à travailler assez jeune avec mes études. J'ai commencé à travailler en alternance et tout, j'avais 15 ans. Donc, j'ai tout de suite été mise dans le monde du travail. Le monde du cheval, il faut se le dire, c'est pas un monde si facile que ça. Et en fait, toutes mes expériences m'ont permis d'acquérir beaucoup d'autonomie. Je travaille en groupe, mais je suis quelqu'un qui est plutôt autonome, quand je sais ce que j'ai à faire, je le fais. J'ai pas besoin qu'on me dise 10 fois, il faut que tu fasses ça, etc. Et du coup, en fait, toutes ces expériences cumulées, je me suis dit, ok, je me débrouille pas mal, voilà, sans vouloir me lancer de fleurs. Et je me suis dit, ok, c'est le moment, tu as des objectifs, tu rêves grand. Essaye de le faire par toi-même, essaie de monter quelque chose qui te correspond et fonce quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, mais la réalité c'est que c'est pas si facile que ça. Et du coup la première activité que tu voulais faire, c'était quoi? C'était des cosmétiques, c'était en gros de la revente de cosmétiques. Mais en fait j'aime beaucoup cette activité-là, mais je sais que ça me correspond pas à 100%. D'accord. Tu ne te retrouvais pas pleinement dans... C'est ça. J'avais pas... En fait, je trouvais ce que je recherchais en étant indépendante, donc gérer son emploi du temps. Il y avait pas mal de choses que je retrouvais, mais vraiment, le fait que ça soit pas 100% moi, ça m'a un peu dérangée. Je me suis dit, bon, il me manque quelque chose, et ce quelque chose, c'était les chevaux, en fait, tout simplement. Les chevaux, ça fait partie de ta vie depuis longtemps ? Quand même, ça remonte. Alors moi j'ai 27 ans, donc je suis quand même assez jeune, mais en fait ça a commencé d'une colonie de vacances, truc tout bête. Et à partir de ce moment-là, je n'ai vu que ça. Et du coup en fait j'ai fait mon bac, j'ai fait mon BTS vraiment chevaux terrain. Et après j'ai fait un master et en fait je suis restée dans des comment dire, des entreprises qui étaient dans le monde du cheval, même si c'était plus du commerce quoi. D'accord. Et quand tu étais plus jeune, tu avais quand même ce contact déjà avec les chevaux, tu faisais peut-être de l'équitation ou... Ouais, suite à la colonie, j'ai fait de l'équitation en club et je voulais que ça. Et puis après, en fait, moi, au lycée, j'étais pas une bonne élève. Au lycée, j'ai fait un lycée général, j'étais pas bonne élève. Les classes de 30-34, ça me correspondait pas du tout, mais genre vraiment pas. J'ai même une de mes profs principales qui avait dit à mes parents, mais Louise, elle a rien à faire ici. Quand t'es jeune, t'as 13-14 ans, que tu te cherches et qu'on te dit ça, tu te poses des questions, quoi. Et en fait, moi, j'ai toujours eu la chance, c'est que mes parents, ils m'accompagnent dans mes idées les plus folles, toujours tout ce que j'ai voulu.
Et donc en fait, on a cherché des écoles avec le cheval, les métiers du cheval. Alors on n'y connaissait rien, à part le fait que je monte en école d'équitation, voilà, sans plus. On a cherché et puis en fait, je suis partie comme ça. Puis après, ça a roulé, c'était parti, quoi. J'avais trouvé ma voie, en fait, tout simplement, quoi. Est-ce que les chevaux, le fait d'avoir découvert l'équitation, ça a pu t'aider dans ta jeunesse, par exemple, à surmonter peut-être des épreuves, à prendre confiance en toi Est-ce que tu avais déjà eu ce ressenti-là par rapport au cheval, justement, que ça pouvait aider justement sur différents aspects de la vie? Bah, je pense qu'au début, je m'en rendais pas trop compte. Et au fur et à mesure, oui, avec du recul. Mais en fait, à chaque fois que j'étais au cheval, j'étais bien. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt du genre stressée, à penser à la suite. Et en fait, quand je suis avec les chevaux, c'est juste l'instant présent. On est là, on est bien, on profite. C'est ton moment de déconnexion. C'est ça. C'est ça, je pense plus à rien. Si je passe une mauvaise journée, ce qui peut arriver, bah ok, j'allais monter à cheval et puis voilà, on oublie tout, il n'y a plus rien. Et en fait, je ne me rendais pas compte au début. Et au fur et à mesure, bah, on se dit, bah, c'est vrai que ça fait du bien quand même d'être avec les chevaux, ça fait du bien d'être dehors, d'être dans la nature. Et puis bah, l'un dans l'autre, en fait, on prend conscience de tout ça, quoi. On pourrait dire que c'est ta passion. Ah bah complètement. Et de faire justement de sa passion son métier, c'est pas justement une réussite, ça? Ah bah si. C'est une belle réussite. Si, pour moi, c'est une réussite et je suis plutôt fière en fait d'avoir trouvé ma voie parce que je me rends compte, je prends l'exemple du master, on était 10 dans ma classe, j'étais la seule qui savait dans quel domaine je voulais être. Et je me dis, c'est pas donné à tout le monde et c'est beau quand même de savoir ce qu'on veut faire. Et alors, ce qu'on veut faire, on réajuste toujours en fait, mais de se dire c'est ce domaine-là et pas un autre, bah ouais, je suis plutôt contente. Et est-ce que tu as d'autres réussites justement à partager, des choses que tu as réussies dans ta vie, dont tu es fière et voilà, dont tu es fière d'avoir réalisé Bah, peut-être dans d'autres domaines, peut-être sport, je dis toujours c'est soit le sport, le pro, le perso, ça peut être dans plein de domaines, il y a forcément plein de réussites. Est-ce que tu en as d'autres à partager? Là, ce qui me vient en tête, ça touche toujours au pro, c'est aussi de m'être battue, d'avoir réussi à faire ma place dans un domaine plutôt fermé. Avant, moi, je travaillais en élevage, donc en fait, on prépare à avoir des futurs champions. Bah voilà, faut se battre, faut faire sa place, faut faire ses armes. Et ça, je suis plutôt fière parce que bah, j'ai commencé assez jeune. Et en fait, quand on travaille, quand on fait ses preuves, bah, les autres nous donnent notre chance après. Donc pour moi, c'est quand même une réussite d'avoir fait ma place et d'avoir toujours eu des employeurs qui permettent en fait d'avancer et avec qui j'ai toujours été en bons termes et qui m'ont jamais vraiment reproché des choses négatives. Ça, pour moi, c'est une vraie réussite parce que je me dis que je me suis donné les moyens de travailler correctement et ça paye, quoi. Oui, tu as réussi à avoir un retour suite à l'investissement que tu as pu faire dans les différents milieux où tu as travaillé. C'est génial, ça. Quand tu n'as pas tes rendez-vous clients, tu viens quand même ici Alors, quand j'ai pas de rendez-vous, ouais, je viens ici. Alors, je vais pas dans les autres écuries, mais je viens ici parce que avec la jument avec laquelle je travaille, c'est une jument dont je suis marraine, entre guillemets. Mais en gros, je vais m'occuper de la jument. Et donc, je viens plusieurs fois la semaine. Et en fait, c'est important aussi pour moi de venir parce que ça me permet de la connaître. Ça me permet aussi de créer une vraie relation en fait, avec elle. Et aussi, c'est comme ça, derrière, que je peux apporter aussi de la qualité dans mes coachings. C'est primordial en équicoaching que je connaisse le cheval. Ses réactions, pourquoi elle réagit comme ça. Je te donne un exemple. Si tu travailles sur la connexion avec une personne, quelqu'un qui veut travailler un peu la connexion aux autres, donc connexion, c'est aussi la communication, c'est assez large. Si je ne connais pas les réactions de la jument, c'est difficile pour moi de dire à la personne ok, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi en gros la jument elle n'est pas avec vous, pourquoi elle ne vous suit pas sur le parcours, etc. Là, je sais qu'en fonction des réactions de la jument, bah, par exemple, je sais que je vais avoir quelqu'un qui est en train de bouillonner à l'intérieur, mais en fait d'extérieur ça ne se voit pas. Ou alors quelqu'un qui anticipe pas du tout, qui communique pas du tout avec la jument. Donc la jument, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va partir en fait, tout simplement.
Donc c'est important en fait pour moi de passer du temps avec elle, de la connaître et aussi de veiller à son bien-être. On est là pour ça. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'équipe coaching. On a parlé un petit peu tout à l'heure de ta partie coach de vie classique entre guillemets, hors chevaux. Sur la partie coaching de vie, c'est quoi les outils que tu utilises le plus en général? Comment tu aimes bien travailler avec Alors, en fait, il y a toujours cette première séance aussi en coaching de vie où on définit le cadre, les objectifs, etc. Et en fait, à chaque séance, la personne, elle vient avec un thème à aborder selon toujours son objectif en lien. Et après, tout simplement, c'est une méthodologie que j'ai apprise à l'école. Donc, j'ai fait une école de coaching. Pour moi, c'est primordial. En fait, le métier de coach, il n'est pas encore très bien ficelé. On peut exercer sans diplôme, mais pour moi, c'était primordial d'être formé pour accompagner des personnes. Donc après, c'est toute une méthodologie, mais en fait, le coaching, ça se base beaucoup sur le questionnement. Donc ça va être sur le fait un peu de rebondir sur des mots qui vont peut-être arriver 3-4 fois dans un petit paragraphe d'une personne. Ça va être d'utiliser des outils de coaching. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ligne de vie, donc ça permet aussi à la personne de reprendre en fait tout ce qui s'est passé pour elle avant et de se rendre compte que là, dans ces situations-là, j'étais au top, j'étais bien. Là, dans ces situations-là, je l'étais moins. Est-ce que c'est cyclique? Enfin voilà, il y a différents outils de coaching qui sont utilisables, mais en fait, moi, je pars du principe que je prépare pas une séance type et je rebondis selon ce que le coaché va dire et va avoir besoin surtout. Et du coup, moi, je fais aussi du coaching, mais du coup, en préparation mentale, formation là-dessus. Et je voudrais avoir un peu ton point de vue sur... parce que c'est vrai qu'il y a plein de formes de coaching. Il y a plein de méthodes, plein de choses. Pour toi, comment quelqu'un peut choisir là où il devrait être accompagné dans tel type de coaching ou tel type d'accompagnement? Pour toi, comment on peut faire son choix parmi toutes les offres qui sont possibles aujourd'hui? Et il y en a beaucoup. Je pense que déjà, je vais reprendre ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, il faut aller vers quelqu'un qui est formé. Après, c'est mes croyances, mes valeurs, mais c'est d'aller vers quelqu'un qui est formé. Et aussi, il ne faut pas hésiter à, entre guillemets, essayer plusieurs coachs parce que c'est comme tout, c'est un feeling. Il y en a qui vont être très bien, mais avec qui ça ne va pas forcément passer. Et elle sert à ça aussi la première séance, à savoir si on peut travailler ensemble et si ça va le faire parce que c'est un accompagnement de coaching, c'est plusieurs séances sur un temps défini mais plutôt long. Donc je pense que voilà, il faut pas hésiter à en essayer. C'est pas très joli comme mot, mais essayer plusieurs coachs. Il faut qu'il y ait un feeling. C'est ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe parce qu'il faut qu'on ait confiance en la personne. Exactement, c'est une relation de confiance et ça c'est hyper important. On peut pas avancer sur soi si on n'ose pas dire vraiment les choses à la personne qui nous accompagne. Donc je pense qu'il y a ce côté-là. Et puis aussi aller vers des coachs selon nos besoins. Il y a des coachs qui vont être plus spécialisés business, d'autres plus vie, d'autres... voilà, selon nos besoins, d'aller voir des gens vraiment dans cette spécificité-là. C'est horrible ce que je dis parce que en fait, je vais me contredire un petit peu. Moi, je ne me suis pas spécialisée dans une thématique précise parce que je trouve que c'est ça aussi qui fait la beauté du coaching, c'est-à-dire que en coaching de vie, il y a plein de choses à aborder et je trouve que du coup, c'est pas redondant en fait pour nous aussi. Et en fait, on apprend tellement aussi de nos coachés que moi, je voulais pas me fermer à une thématique particulière. Et pareil d'ailleurs pour l'équipe coaching. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises en coach pour tes clients, que tu utilises aussi pour toi au quotidien ou à des moments clés peut-être? Oui. Et alors, j'en ai pas de précis en tête. Après, je pense que ça dépend en fait des moments. Là, ce qui me vient, c'est de me dire, moi, je suis pas trop du genre à me féliciter un peu de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait. Et pourtant, quand je le fais, je me dis, mais ça fait du bien. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, c'est fait, je l'ai accompli, c'est cool, je passe à autre chose. Alors que, en fait, punaise, genre, juste prends le temps de te poser 2 minutes
et regarde, je sais pas, écris sur ton carnet trois choses de ce projet-là que tu as accompli, que tu es fier. Et en fait, quand tu le fais, tu te dis, bah ouais, ça fait du bien ça de se fait le dire du aussi. bien en Ça fait fait. du bien. Mais en fait, d'un point de vue extérieur, ça peut paraître un peu égocentrique des fois de faire ça ou de se le dire. Moi, je peux conseiller aussi des fois de se le dire face à une glace. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre comme ça d'un point de vue extérieur, mais en fait, ça fait du bien et puis il faut se rendre compte qu'on réussit les choses au quotidien. Et dans des situations où peut-être tu vas avoir une baisse de régime, où tu vas être un peu moins bien, bah, si tu regardes en arrière et que tu dis ouais, j'ai accompli déjà tout ça, bah c'est reparti, ça rebooste, ça fait du bien. Donc oui, j'utilise mes outils vraiment selon en fait les besoins que j'ai. Et en fait à côté, moi je continue à me faire coacher. Donc il y a de la supervision, j'en fais, et je fais aussi du coaching pour moi parce que j'ai besoin aussi d'avancer sur des thématiques. Et même si je suis coach, bah, j'ai besoin que quelqu'un m'aide à ma réflexion. Et... C'est super intéressant ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi. Souvent le coach, on peut voir sur les réseaux, sur des sites internet, il y a une image un petit peu de supérieur, quelqu'un qui est intouchable, qui a tout vu, tout fait, qui est le meilleur, voilà, il a pas de défaut, il a pas de faille. Mais en fait, comme tu dis, il n'y a pas de faille justement. Il ne faut pas avoir de honte à se faire aussi coacher, même si tu es coach ou autre, pour continuer à progresser sur soi. Et c'est super ce que tu dis, parce que je ne pense pas que ce soit forcément la vision de tous, en tout cas ce que les gens veulent faire ressentir. Enfin, je ne sais pas si toi tu ressens ça aussi, mais il y a certains... mais complètement. Et puis il y a aussi un gros truc, c'est que souvent on me dit donne-moi des conseils. Non, je ne donnerai pas de conseils. Toi-même, tu sais ce qui est bon pour toi. Un coach, ça ne va pas te donner des conseils, sinon ça serait un conseiller. Enfin, voilà, ma logique. mais ouais, enfin, je trouve qu'il y a une importance d'évoluer. Il faut savoir évoluer soi-même et aussi comprendre ce que les clients vont vivre avec toi. Je trouve que c'est hyper important de toujours avoir ce cheminement d'évolution en fait. Et des fois, il faut savoir faire des pauses parce qu'il n'y a plus de sujet, parce que voilà, il n'y a pas forcément besoin. C'est étape par étape, entre guillemets. Mais moi, je trouve que c'est hyper important, en plus de la supervision, de savoir... dire là j'ai besoin d'aide pour remplir cet objectif-là, clairement. Dans tes coachés, est-ce qu'il y a des problèmes qui reviennent le plus souvent, enfin que tu remarques que tous les gens viennent pour souvent, c'est le même problème, c'est la confiance en soi, je sais pas, ou le stress. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois que c'est de plus en plus courant, vraiment des points particuliers? Alors que ça soit en coaching ou en équipe coaching, j'ai beaucoup la confiance en soi. Et moi j'adore ce sujet parce que c'est un mot un peu fourre-tout, c'est-à-dire que dans ce sujet-là, il y a tellement de choses, tellement de sous-thèmes, entre guillemets, à aborder, que c'est un sujet qui est riche et varié, mais il revient... ça touche tellement de personnes. Et des fois, des personnes où, quand tu les vois, tu penses pas qu'ils vont te dire « je vais aborder ce sujet-là » et tu te dis « bah ouais, plus qui est touché par ça, quoi ». C'est vraiment le truc qui revient le plus souvent. Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de manquer de confiance à un moment donné dans ta vie? Oui. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir peut-être aussi vécu des choses de ton côté, après de te sentir un petit peu intéressé par ce sujet-là et de vouloir en plus aider peut-être que j'attire... Alors moi, aujourd'hui, je pense que j'ai vachement évolué sur ma confiance en soi, mais si je reviens quelques années en arrière, je pense au lycée général, où justement, tu as des personnes qui te mettent en fait des bâtons dans les roues, où clairement tu sais plus trop, tu es ado, tu te cherches et tout. Oui, là, il y avait besoin de reprendre confiance en soi. Et justement, quand je suis partie en bac professionnel, j'étais en internat. Et en fait, là, je suis tombée sur des profs qui étaient en fait plus des formateurs, c'est-à-dire des gens de terrain, des gens qui sont capables de donner confiance et qui sont capables de croire en toi. Bah, là, c'est reparti. Et puis, en fait, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, une fois que j'avais trouvé mon chemin, c'était entre guillemets comme sur des roulettes. Mais je pense que l'environnement, il joue énormément sur cette thématique-là, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème, je dirais, dans l'éducation générale, dans le système éducatif? Tu parlais du lycée un peu général où il y avait un petit peu... tu disais il y avait des difficultés. Alors après, je ne sais pas si tu parlais plutôt prof ou entre élèves, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à faire où il y a dans le domaine un peu éducatif, surtout au lycée, une période où tu te construis collège-lycée? Je pense même au collège, parce que déjà on est
on peut pas tout changer, mais on est des classes juste énormes. Moi, j'avais le souvenir qu'on était 30 ou 34. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de prendre les personnes individuellement et de dire « Ok, c'est quoi tes difficultés? C'est tout ça, tout ça, tout ça. Bah, je te propose ça en face pour qu'on pallie au truc. » Non, c'est qu'il faut faire le programme, il y a les examens à la fin de l'année et faut se dépêcher. Et puis, en gros, moi, c'est ce que j'ai vécu. Tu t'accroches pas ou tu le fais pas, tant pis pour toi, entre guillemets. Et en plus, moi, j'étais du genre, si j'étais braquée avec un prof que j'aimais pas, je ne travaillais pas dans la matière. Donc, il n'y a rien de pire, en fait, pour te dégommer ton année scolaire, quoi. Ouais, tu peux vite passer à côté d'une année. Ah, mais complètement. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Puis d'avoir des personnes qui croient en leurs élèves. Il y en a vraiment. Il y a tout pour faire un monde, comme on dit, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et en fait, les jeunes aussi, on passe du collège au lycée, on te demande qu'est-ce que tu veux faire. La plupart ne savent pas. On essaie d'aller vers des voies qui nous parlent plus et puis on est perdu. Clairement, c'est une époque où on est perdu, quoi. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des jeunes, justement, des lycéens, des étudiants J'en ai pas trop eu. Non, je réfléchis, non, j'en ai pas eu. Pour l'instant, c'est plutôt des adultes, des gens qui sont dans la vie professionnelle. Oui, ouais. Qui rentrent dans la vie professionnelle ou qui sont déjà dedans, ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu fais des choses aussi pour les entreprises par exemple, des groupes spéciaux pour entreprises ou des choses comme ça? Alors pour les entreprises, quand je dis coaching de vie, il y a aussi du coaching d'entreprise. Où là, ça va être plus, sur des groupes, ça va être plus des ateliers à thème. Alors quand je dis atelier, ça reste quand même du coaching, mais à thème. Donc par exemple, comment gérer le stress en entreprise, donc on va faire un atelier. Ou alors du coaching individuel, donc là, je sais pas moi, un manager qui va avoir un changement de poste, pareil, je peux le prendre en coaching. Et après en équi-coaching, c'est pour ça que j'aime énormément mon métier, c'est diversifié, c'est qu'il y a le team building, donc on prend des équipes ou une équipe et on fait de la cohésion, on va aborder différents thèmes sur des durées plus ou moins longues. Ou alors tout simplement de l'individuel pour soit des collaborateurs, des managers. Pareil, quelqu'un qui passe manager par exemple et qui manque un peu de confiance en soi, on travaille ça avec le cheval et l'idée c'est de pouvoir l'aider professionnellement aussi à avancer et à aborder ce nouveau changement de poste, quoi. Super, super. Et Louise, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux gens qui peuvent te regarder ou t'écouter? Moi je leur dirais surtout de croire en eux, de croire en leur projet et surtout de rien lâcher. Je pense qu'il faut savoir persévérer, même si des fois on est au plus bas, la pente remonte toujours. En tout cas, Héloïse, je te remercie d'avoir partagé et échangé avec moi sur cet épisode des Artisans de la Réussite. On remercie les écuries de la Ferranderie. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Oui, on peut me retrouver sur les réseaux, donc sur LinkedIn, Héloïse Dier. Et après sur Instagram, donc c'est espritequin.coaching et sur Facebook, donc c'est Héloïse coach et equicoach-espritequin. D'accord. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai toutes les infos en description. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.